Ok, voilà, donc on est arrivé. Je vais remettre ma casquette si ça vous gêne pas, parce qu'il y a quand même un peu de soleil, il y a encore un peu de vent parce qu'il y avait un ouragan ces derniers jours. Donc on est arrivé devant la maison que vient d'acheter Alex. Et donc c'est derrière, on va en reparler un petit peu après. Mais Alex, moi j'aimerais bien que tu nous dises, bon allez, déjà combien tu as payé pour avoir quoi? Alors, le prix demandé était de 155 000 $. Ouais. On l'a négocié ensuite à 130 000 $. Donc, le prix de la transaction, c'est 130 000 $. La maison, en fait, est composée, donc, comme je t'ai expliqué, d'un appartement qui fait dans les 80-90 mètres carrés. Ouais, c'est quelle partie? C'est la partie de droite. C'est la partie de droite, là. Qui est la maison en elle-même, la partie maison. Et la partie à gauche, c'est ce qu'ils appellent un efficiency. C'est en fait un studio. Ouais. Un studio supplémentaire. Donc en fait, avec une propriété, j'ai 2 loyers. Ce qui donne un rendement relativement intéressant puisque... Alors combien en loyer? En loyer, tu touches pour la plus grande partie? Pour la plus grande partie, c'est 1 000 $ par mois. Ouais. Et pour le studio à côté, c'est 700 $ par mois. Donc ça me fait 1 700 $ par mois. Pour un prix payé de 130 000 $. 130 000 $. Qu'est-ce que tu as comme taxe dessus, d'achat, ce qu'on appelle les closing costs? Oh, ils étaient relativement minimes hein, puisque... Ton coût d'achat complet, il est de combien? Il est de 2150 $. Ok. Donc tu as payé... Allez, 132 000. On va rajouter tout. On va prendre un peu large. On est à 133, 134 000. 133, on va dire. Ok, d'accord. Donc si tu touches 1700, ici on rajoute... donc sur l'année, ça fait 1700 plus 3400. Enfin, ça fait 17 000 plus 3400 pour 2 mois. Donc on est à 20 400 $ à peu près. Grosso modo, hein. De revenus locatifs. Bon, il faut savoir que tu as des charges aussi. Alors il y a des charges aussi qui sont de l'ordre de 200 $, qui sont relativement minimes, avec évidemment tout ce qui est maintenance qui est à ma charge. Bon, ce qu'on voit peut-être pas sur la vidéo, c'est que le bâtiment était entièrement refait, intérieur, extérieur. Ça c'est quelque chose que j'ai négocié avec le vendeur, qui était une des conditions de la transaction. Donc en Floride et dans beaucoup d'États américains, il y a des inspections qui se font, donc j'ai demandé une inspection et tous les points qui n'étaient pas, on va dire, clean dans l'inspection, qui n'étaient pas en ordre, devaient être remis en ordre avant le jour de la vente, avant le closing. Donc tout s'est fait dans les règles. Tu as la taxe foncière, combien tu payes? Alors maintenant j'ai les taxes foncières. Sur cette propriété, on va dire que j'ai un peu moins d'1 mois de loyer qui part en taxes. Donc ça veut dire... En taxe foncière ou en taxe globale? En taxe globale, taxe et impôt. D'accord, ok, taxe et impôt. Taxe et impôt, je dois avoir autour des 1600 $ par année. Ok, allez, on va dire 1 mois. 1 mois qui est perdu. Toutes les taxes, exactement. Les taxes sur le revenu locatif, exactement. Plus la taxe foncière. Exactement. Et il y a encore des frais de property manager parce que je ne veux pas m'en occuper. Oui, il y a quelqu'un qui gère. Qui va gérer ça et qui me prendra du 7% sur le loyer. Plus de 1 000 $ par an. Alors, tu m'as dit qu'il y avait 2 appartements dedans. C'est toi qui as fait les séparations? Non, c'était déjà séparé. D'accord. Mais c'est une maison. C'est une maison. Et c'est pas 2 lots différents. C'est une maison où il y a eu un mur qui a été mis. Exactement. Un mur a été posé et donc ça s'est transformé en un studio d'un côté et le reste de la maison de l'autre. C'est une stratégie qui marche partout. Hein. Moi, j'en ai déjà parlé pour la France, mais vous voyez, on est aux États-Unis. Ça fonctionne de la même façon et ça permet d'améliorer fortement la rentabilité. Parce que même sur les petits lots, il y a, comment on pourrait appeler ça, un loyer minimum que les gens sont prêts à payer, même pour quelque chose de petit. Donc automatiquement, le rendement explose. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce n'est qu'un seul lot, c'est-à-dire que tu ne peux pas vendre un sans l'autre. Tu es obligé de vendre la totalité. Le jour où je vends la propriété, c'est l'ensemble des... C'est comme si c'était de la colocation avec un mur au milieu. Quoi. Exactement. Exactement. Donc la seule contrainte, effectivement, c'est au niveau de la vente. Je ne peux pas revendre la moitié de la maison sans revendre l'autre moitié. Bon. Et pourquoi tu as acheté ça? Essentiellement pour des raisons de rendement. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que la demande est relativement forte. C'est un quartier, comme on l'a dit, de classe moyenne, qui n'a rien d'exceptionnel. C'est pas les jolis condos qu'on trouvera au bord de la mer avec le grand luxe et tout. À 4-5 km d'ici. À quelques kilomètres du bord de la mer. Mais la demande est très forte. Il faut savoir que les populations de classe moyenne représentent la majeure partie de la population américaine. Donc ces gens ont besoin de logements.
Mais c'est étonnant parce qu'à la limite, je veux dire, il y a quand même 130 000 $. Il y a plein de gens qui pourraient acheter ça et ça leur coûterait moins cher qu'un crédit, quoi. C'est étonnant, hein. Bon, enfin, c'est comme ça aussi, c'est que le niveau des salaires américains est plus bas que le niveau des salaires européens de manière générale. Donc 130 000 $ pour un Américain, c'est énormément d'argent. Combien ils touchent les gars que tu héberges? Alors, sur le locataire principal qui paye 1 000 $ par mois, il faut savoir qu'il a un salaire qui ne dépasse pas 2 600 $ par mois, sur lequel il doit payer ses assurances maladie, ses impôts et son loyer de 1 000 $. Donc il lui reste Et l'autre, le studio, c'est qui? Alors le studio, c'est une étudiante. Donc là, c'est un peu faussé parce que certainement que les parents qui vont payer. Donc c'est un petit peu faussé. Je vous remontre la maison. Vous voyez le côté studio, c'est où il y a la voiture. Il est juste derrière. Bon, je sais pas si on voit très bien. Et bon, et la maison, la partie principale, c'est celle qu'on voit là. Et donc tu as acheté pourquoi? Essentiellement pour le rendement. Pour la rentabilité. La rentabilité, exactement. Okay. Rendement, sécurité de la location, c'est-à-dire que je voulais pas me retrouver avec 3 ou 4 mois sans locataire, et même si ça devait m'arriver, je voulais pas que ça me coûte en charge des sommes excessives, ce qui peut être le cas dans les condos de luxe, parce que comme on le sait... Mais tu l'as acheté toi avec des locataires dedans? Moi je l'ai acheté en reprenant les contrats de location en cours. C'était une des conditions, en plus de la remise en état complète de la transaction. Ok. Est-ce que c'est difficile d'acheter aux États-Unis? Difficile, non. Il y a beaucoup de choix. Je dirais qu'il faut faire attention. C'est la seule chose, c'est comme partout. Il y a beaucoup de choix, c'est incroyable. Il y a beaucoup de choix. D'ailleurs, à quelques rues d'ici, on va aller voir une affaire peut-être sur laquelle est en train de se positionner Alex. Honnêtement, quand il m'a montré l'annonce, je me suis dit, tiens, peut-être je l'achète moi. Le problème, c'est vrai qu'on rencontre, en tout cas que je rencontre, c'est que, aujourd'hui je suis à Miami. Bon, je suis en vacances, je me balade, comme j'ai un peu de temps, on va dire, mais c'est toujours la distance, c'est le problème. Bon, alors, c'est vrai que Alex, je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo ou à la fin de celle-ci, je collerai un petit morceau, mais c'est vrai que lui, il essaye de proposer ses services à ce niveau-là. Encore une fois, je vous en reparlerai. Alors l'idée, c'est d'avoir effectivement des services clés en main, puisque moi-même, j'ai pas. Si mon locataire aujourd'hui me dit j'ai un tuyau qui a pété, j'ai une fuite d'eau, j'ai un problème d'électricité. Alors qui s'en occupe? Parce que s'il sort de la maison maintenant. Toi, tu n'habites pas à Miami, toi, tu habites à 2000 km d'ici. Exactement. S'il sort de la maison maintenant, je vais lui dire bonjour, mais s'il me dit j'ai un problème, je vais lui dire appelez le property manager. Donc tu as quelqu'un qui gère. Exactement, ça fait partie de la gestion. Cette personne, elle touche 7% sur le montant des loyers. Sur 7%. Donc ça, c'est aussi quelque chose à considérer. 7%, ça fait à peu près 140 $. Exactement. Donc, mais pour moi, j'achète ma tranquillité d'esprit. Oui, j'ai bien compris. Et ça, pour moi, j'allais dire le point principal, c'est d'avoir l'esprit tranquille quand on fait une transaction. Parce que vous ne voulez pas vous demander qu'est-ce qui se passe s'il y a un tuyau qui explose, qu'est-ce qui se passe s'il y a le toit qui se fait arracher par un ouragan. Ça ne m'intéresse pas, ça. Alors, il y a un truc qui est étonnant qu'on peut raconter dans ton histoire, c'est comment tu as payé la maison. Alors, je l'ai payé par la revente en fait de 3 parkings souterrains que j'avais. Tu avais 3 parkings et tu as acheté une maison. J'ai échangé contre une maison. Alors les parkings, c'était pas aux États-Unis, c'était en Europe. Mais et là, il y a on va dire 2 places de parking qui sont comprises devant la maison, puisqu'il y a de la place pour 2 gros véhicules. Oui, il y avait 2 voitures tout à l'heure. Donc il y a de la place pour 2 gros véhicules. Ok, c'est des parkings extérieurs, c'est pas des parkings en sous-sol, mais pour les locataires, c'est la même chose. Oui, tout à fait. Bon, donc, ici, c'est pas le même temps qu'en France, en Suisse, en Belgique et tout ça. Donc, c'est un peu plus clément. Bon, enfin, il y avait un ouragan il y a 3 jours. Nous sommes en septembre 2013, je sais pas si je vous l'ai dit. Mais donc, l'ouragan est passé, il est plutôt passé du côté du Mexique cette fois-ci. Donc, effectivement, c'est aussi important de couvrir ces propriétés avec les assurances adéquates pour les ouragans. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est en France, par exemple, qui nous regarde, s'il veut faire ce type d'opération? Trouver les bonnes personnes. Alors, trouver peut-être une personne. Attends, je vais finir quand même. Vas-y. Il y a quelque chose que tu n'as pas dit sur le financement. Ok, tu as utilisé une partie, tu as utilisé les parkings que tu as vendus, les locaux d'archivage, mais
on va raconter un peu d'autres choses, c'est-à-dire que c'est pas ta première acquisition, tu en as fait une autre. J'en ai fait une autre. Et l'autre, tu l'as payé comment? L'autre, je l'ai payé avec un crédit qui est financé. Un crédit à la consommation. Exactement. Vous voyez, crédit à la consommation. On n'a pas fait de crédit. Bon, pourquoi? Il faut expliquer pourquoi. Alors, pour des raisons de simplicité, c'est très facile d'obtenir un crédit à la consommation dans la plupart des pays européens, en France, en Suisse ou en Belgique. C'est relativement facile si vous avez un emploi. En revanche, obtenir un crédit aux États-Unis, c'est souvent des procédures assez longues et sur des propriétés avec ce qu'on peut appeler des petites valeurs, des petits prix, on va dire en dessous de 200 000 $, les banques sont souvent peu intéressées. Ça les amuse pas. Exactement. C'est beaucoup de frais de transaction pour très peu de crédit et très peu de revenus pour la banque. Donc, ils préfèrent éviter. Donc, tu as fait un crédit à la consommation pour acheter une maison à Miami, on va dire. Exactement. Et sur le crédit à la consommation, je crois que tu es à combien? Je suis à 5,9%. 5,9% pour quelque chose qui t'en ramène 13, 14. Exactement. Donc, bon. Il est clair, moi je peux pas vous inciter à faire le même genre d'opération, mais il est clair que si vous avez un crédit à 6% pour un produit qui vous en rapporte 13 ou 14, bon, vous avez compris que vous êtes gagnant à tous les coups. Ça finance largement et vous mettez 6 ou 7 dans votre poche avec de l'argent que vous n'avez pas. Donc, voilà. Alors la contrainte peut-être à souligner sur les crédits à la consommation dont il faut tenir compte, c'est que l'amortissement se fait sur des périodes relativement courtes, en général de l'ordre de 60 mois. Donc il ne faut pas espérer gagner de l'argent immédiatement. Oui, mais quand tu as des rentabilités de 14%, net après impôt, si tu utilises la totalité de ton revenu pour rembourser le crédit, globalement, tu as remboursé en 6-7 ans. La tentation, c'est d'utiliser l'argent qui rentre pour autre chose que pour le remboursement. Donc il vaut mieux rembourser ou au moins rembourser un tiers ou la moitié. Le plus rapidement possible et après laisser couler pour la durée restante, effectivement. Ok. Bon, Alex, merci. C'est rien.